Bienvenue pour ce programme qui consiste à aider les entreprises et les membres de l'e-Levels à préparer la reprise. C'est le premier rendez-vous d'une série de 4 avec les 3 prochains jeudis où on vous donne rendez-vous à 11 heures. La semaine prochaine sur la question juridique avec Maître Platel. La semaine suivante pour manager la reprise avec FXM. Et puis un dernier concernant la communication et les relations publiques avec Oxygène à la fin du mois. Aujourd'hui, notre programme est chargé puisque après un point à date de la situation d'un point de vue administratif par le président Stéphane Brel, nous aurons la chance d'avoir la présentation de la nouvelle charte d'engagement sanitaire qui a été lancée hier, pour ceux qui ont suivi l'actualité. Et on enchaînera avec la représentante de la CARSAT, Madame Wattel, qui nous expliquera comment il existe un certain nombre de dispositifs pour financer ses équipements sanitaires et sa politique de sécurité sanitaire. Et enfin, on accueillera Monsieur Cornelio, huissier de justice, qui nous expliquera comment ils peuvent intervenir pour venir constater la bonne mise en place des dispositifs de sécurité sanitaire et comment ça peut nous aider à nous prémunir d'un certain nombre de risques. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Et pour rappel, j'aimerais simplement, pour le confort de tous, que chacun puisse couper son micro. Et je tiens aussi à vous signaler qu'afin de réaliser une synthèse, cet atelier en ligne est enregistré. Voilà. Je passe la parole donc à Stéphane Brel qui va pouvoir nous faire un point à date sur la situation actuelle et notamment le dernier décret. Oui, bonjour, merci Maxime et merci aux intervenants donc, pour ce démarrage des ateliers. Donc effectivement, simplement très vite, comme vous le savez, donc, on a eu une deuxième phase le 2 juin où effectivement la plupart des choses ont pu se mettre en place avec la réouverture des restaurants, bars et autres et des nouveaux décrets qui sont arrivés. Il s'est avéré qu'on s'est aperçu qu'en lisant les différents décrets, que tout n'était pas très bien, malheureusement, détaillé, en tout cas ce qui concerne la filière événementielle et les lieux de réception et de pouvoir accueillir des gens au sein de vos lieux, aux différents lieux ou endroits. Donc, on s'est attelé rapidement avec l'équipe de Maxime pour essayer d'avoir des renseignements et refaire une lecture de ce décret qui est assez vague en tout cas pour notre partie. Et c'est pour ça qu'on vous a mis un résumé puisqu'on a eu un retour hier de la préfecture concernant différents points importants, à savoir que sur les zones vertes, on peut à nouveau donc, accéder aux salles des fêtes, aux salles polyvalentes, se rendre dans un casino, bien sûr, uniquement pour les machines à sous, se rendre dans des salles de spectacle, et théâtres, musées, monuments et parcs zoologiques, voilà, me rendre dans les parcs de loisirs, rendre dans un hébergement touristique et assister à un mariage dans des lieux de culte et de mairie. Et il est toujours interdit, en tout cas, c'est toujours pas ouvert, participer à un rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique, me rendre dans les cinémas et les discothèques, puisque ça, apparemment, ça sera plutôt aux alentours du 21 juin, et pratiquer des sports collectifs et me rendre dans les stades, à Rennes et Hippodrome. Et ça, effectivement, ça sera, je pense, plutôt à la rentrée. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en respectant bien les normes sanitaires et tous les dispositifs qu'on va justement aborder juste après, vous pouvez donc recommencer à accueillir pour les salles et autres différentes animations, sachant que tout ça doit être sur les règles bien sûr précises et les protocoles de base restaurant et bar, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas dans les salles polyvalentes et autres, il est conseillé et fortement conseillé de ne pas faire danser les gens ni d'avoir des DJ ou autre. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut recevoir aujourd'hui dans l'esprit dans la salle de plutôt pouvoir mettre des tables, asseoir les gens et quand les gens bougent,
obligatoirement le masque, exactement comme le protocole pour un restaurant ou un bar, sachant que pour l'instant, il n'est pas autorisé de danser ou d'avoir des DJ au sein de tes soirées. Voilà. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Par contre, petite précision importante, c'est qu'effectivement, il s'avère que, on en parlait hier avec lui, il commence à y avoir des contrôles. Donc, bien faire attention à bien respecter tout ça. Et justement, si vous pouvez avoir la possibilité de faire confirmer votre mise en place de protocole par un huissier, on en parlera d'un monsieur qu'on a vu tout à l'heure ou autre, ça c'est une force aussi, puisque ça vous permet d'avoir un engagement. Et justement, on a eu une belle initiative de la part d'Elolil depuis quelques semaines et avec l'Institut Pasteur, avec qui on a, comme vous le savez, travaillé dès le début, de pouvoir avoir cette charte qui a été mise en place et qui a été dévoilée hier, que je laisserai présenter à Marie-Catherine et que vous allez pouvoir en profiter et pouvoir vous engager aussi vis-à-vis de vos clients pour les rassurer, pour dire que nous, on s'engage, en tout cas Lille Events et ses membres, s'engagent à respecter cette charte. Voilà. Donc, une belle initiative et une belle initiative aussi sur d'autres choses en termes de communication et autres qui est mis en place par Elolil avec une belle promotion, une belle communication, en tout cas une belle dynamique qui est mise en place avec les différents clubs. Tous ensemble, on est plus fort et on est unis surtout pour essayer de sortir de cette crise. Voilà, je laisse peut-être la parole à Maxime pour la suite ou à Marie-Catherine. Oui, merci. Alors effectivement, notre objectif commun, c'est aujourd'hui de se préparer pour la reprise et se mettre en conformité avec les protocoles de sécurité sanitaire. Et on accueille aujourd'hui Marie-Catherine Vidal, donc la directrice du bureau des congrès, qui fait partie de l'agence d'attractivité d'Elolil et qui va peut-être dans un premier temps nous parler de l'actualité aussi d'Elolil et notamment de deux aspects assez intéressants pour nos activités. Le premier, c'est une étude qui vient de sortir et qui fait ressortir des choses intéressantes sur le tourisme et notamment sa dimension locale. Et deuxièmement, un plan de relance qui a été annoncé par la MEL et qui va faire l'objet d'un plan d'action d'Elolil. Marie-Catherine, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Maxime et merci Stéphane de nous donner la parole autour de ce premier atelier. Je voulais juste faire un petit retour justement sur le plan de relance, puisque celui-ci a été annoncé lundi. Ce plan de relance est ambitieux. Puisqu'il sera doté de 2,4 millions d'euros, une prise de conscience des enjeux en termes d'emploi pour notre territoire. Et donc, le président Damien Castelin a dévoilé celui-ci lundi. Alors, juste pour vous le rappeler, mais très, très succinctement, si je puis dire, et d'autant plus dans notre filière qui nous importe, notamment le tourisme et bien sûr le tourisme d'affaires. Il y aura entre autres une mise en place d'un dispositif d'accueil des congrès, colloques, rencontres scientifiques, donc un objectif qui est simple et clair pour inciter les organisateurs d'événements à choisir notre destination ou en tout cas revenir sur notre territoire. Un dispositif donc d'incitation financière qui sera mis en place, bien sûr avec vous tous et comme Stéphane l'a rappelé, seul on ne peut rien faire, ce sera vraiment tous ensemble avec tous les acteurs locaux de notre filière. Et comme vous le savez, notamment 70% des nuitées hôtelières sont dédiées au tourisme d'affaires. Donc, cette mesure est donc cruciale sur ce point du dispositif d'accueil et des congrès. Il y aura également un accompagnement des grands événements.
pour renforcer la dynamique événementielle, donc pour l'accueil d'événements sportifs et culturels, le soutien aussi aux grandes expositions et, comme Maxime l'a déjà annoncé, de grandes campagnes de promotion, aussi bien touristique que sur le tourisme d'affaires, à l'attention notamment des marchés de proximité. Je souhaitais également revenir sur l'étude qui a été dévoilée hier, car comme vous le savez, on se pose tous les mêmes questions. Nos visiteurs reviendront-ils? Viendront-ils? Que feront-ils sur notre territoire? Combien de temps resteront-ils également? Que seront les ressorts de leur venue? Des questions auxquelles l'Observatoire du tourisme de la métropole européenne de Lille, que pilote Mihaela Axante, que vous connaissez tous, a apporté des réponses au travers de l'enquête qui a été confiée au cabinet GECE et dont les résultats ont été présentés hier matin dans le cadre d'un webinaire que l'agence d'attractivité de Lille avait piloté. Cette étude, elle porte sur un panel de 1500 habitants. 1500 habitants qui sont issus de la région Hauts-de-France, de l'Île-de-France et de la Belgique. Donc, nos marchés prioritaires, vraiment de proximité. 8 enseignements sont sortis de cette étude. Alors, je ne vais pas tous vous les rappeler, mais ces enseignements, en fait, ont permis d'élaborer un portrait robot de nos visiteurs qui viendront découvrir la destination Lille cet été. On attend, d'après les résultats de l'étude, un peu plus de 2,2 millions de visiteurs qu'il va falloir réassurer, qu'il va falloir également convaincre, séduire pour qu'ils viennent sur notre territoire. Ces derniers seront essentiellement des couples d'un âge entre 30 et 44 ans, majoritairement CSP+, plutôt issus d'Île-de-France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce seront des city breakers avec une demande très importante de l'hébergement en hôtellerie traditionnelle. Même on peut noter leurs intentions de séjour, ou en tout cas de city break, portera sur 2,6 nuitées en hébergement hôtelier, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle et c'est très encourageant puisque, pour mémoire, en 2019, la moyenne était plutôt de 1,6 nuitées, donc en dehors de l'impact Covid, bien sûr. La motivation première de la venue de ces visiteurs, ce sera de découvrir la métropole lilloise pour notamment profiter des restaurants, des terrasses, du shopping et de la culture. Cette étude nous montre également que les visiteurs potentiels des Hauts-de-France, de l'Île-de-France et de la Belgique, donc nos 3 marchés prioritaires de proximité, considèrent, et c'est là une bonne introduction justement pour présenter la charte sanitaire, que la réassurance sanitaire sera primordiale, ainsi que les offres promotionnelles. Ce sera vraiment déclencheur de leur venue sur notre territoire. L'étude, là, je vous ai fait un bref retour, bien sûr, est accessible et n'hésitez pas à nous la demander. Donc, parmi en fait les 2 premières grandes actions de notre plan d'action en post-Covid, la première, et c'est la raison pour laquelle vous nous avez invités aujourd'hui, c'est cette charte sanitaire. Donc, c'est vraiment dans cet esprit en fait que nous sommes très heureux et surtout très fiers de pouvoir vous annoncer qu'en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille, qui est, pour mémoire, l'un de nos plus éminents ambassadeurs au sein du réseau des ambassadeurs Hello Lille,
que l'on soit la première destination française à mettre en place cette charte sanitaire et notamment, là vous l'avez à l'écran, ce logo. Ce logo qui a été élaboré et validé par le professeur Daniel Camus, professeur que vous aviez fait venir il y a, ça me paraît, un siècle maintenant. C'était lors de votre AG, hein, Stéphane, où le professeur Camus avait rappelé voilà, ce qui nous attendait, et c'était quelques jours avant ce confinement. Et donc, le professeur Camus, qui est épidémiologiste, a travaillé, puisqu'il fait partie également du Haut Conseil de la santé publique, sur ces 10 engagements, en fait, qui sont recommandés par l'Institut Pasteur de Lille, qui, en fait, sont en complément, hein, des protocoles propres que chacun d'entre vous menez au sein de vos établissements. Donc, ce sont ces 10 engagements, en fait, qui sont recommandés par le professeur Camus et l'Institut Pasteur de Lille, en fait, qui seront apposés aussi bien dans les hôtels, dans les musées, dans les restaurants, dans les lieux d'accueil d'événements. Et ils sont extraits donc de ces recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Alors, ils reprennent les mesures que vous connaissez tous, hein, les mesures barrières de distanciation physique, d'hygiène individuelle et de nettoyage. Ça, c'est le premier point. Le nettoyage et la désinfection des établissements recevant du public et des lieux de travail. Le troisième point, les mesures à prendre en cas de survenue de vagues de chaleur. Le contrôle d'accès par prise de température. Alors, ce point a été indiqué. En revanche, j'insiste bien sur le fait que cet avis est défavorable de la part du Haut Conseil de la santé publique. Donc, il était important de le mentionner. La transmission du virus sous forme d'aérosol. Le 6, le nettoyage spécifique ou désinfection de l'espace public. Le 7, la transmission du coronavirus SARS-CoV-2 par la ventilation. Le point 8, avis relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d'hébergement collectif en prévision de leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19. Le point 9, l'avis relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces culturels en prévision de leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19. Et enfin, le point 10, l'avis relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration commerciale et les débits de boissons en prévision de leur réouverture également dans le contexte de l'épidémie Covid-19. Ces 10 points, en fait, sont accessibles sur notre site internet elolille.eu et sont déjà approuvés, ou en tout cas signés par plus de 200 acteurs locaux de notre destination. Peut-être juste, voilà. Et là, donc, on voit bien que le club hôtelier, le club Lille Events, la CCI Grand Lille, Lille Grand Palais, l'UMI, les centres commerciaux tels que Westfield, le Printemps de Lille, MacArthur Glen, des enseignes emblématiques telles que la Maison Merthe, ou encore des lieux culturels tels que la piscine de Roubaix, le Palais des Beaux-Arts, le LAM, le MOUBA, la Villa Cavrois sont signataires et se sont engagés autour de cette charte sanitaire, tout comme les offices de tourisme de la métropole lilloise et bien sûr des acteurs culturels aussi tels que Lille 3000 ou Lille, capitale mondiale du design, sont venus nous rejoindre. Et nous vous attendons tous. Super Marie-Catherine, donc très bien, on voit qu'il y a déjà une belle dynamique, une belle synergie avec tous ces acteurs. Effectivement, Lille Events soutient l'initiative et on peut se demander comment chacun de ses membres peut endosser cette nouvelle charte ou se l'approprier. Comment ça marche? Tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est vraiment très simple. Sur le site elolille.eu, nous avons une bannière ainsi qu'une page qui est dédiée à cette charte sanitaire. Donc, il suffit juste
que chacun d'entre vous, vous puissiez vous inscrire. Et bien évidemment, nous vous donnerons le kit pour pouvoir l'apposer soit sur vos vitrines, dans les lobbies d'hôtels, soit sous forme d'affichage propre. Alors, j'avais prévu de vous montrer, puisque nous avons des stickers et forcément, j'ai oublié de les sortir. Bref, le sticker se ressemble à ce que vous avez en plein centre du slide à l'écran. Il existe en deux formats, en petit format et un format un peu plus grand qui doit être de 15 cm à peu près. Et puis, vous avez bien sûr la partie avec la charte d'engagement et les 10 engagements qui sont recommandés par l'Institut Pasteur de Lille. Et voilà, merci Maxime, merci beaucoup. C'est de la vitrophanie en fait. Voilà. Il y a deux formats et ça existe en anglais et en français. Pour le moment, et puis nous l'aurons également dans d'autres langues, notamment le chinois, le japonais, le néerlandais, puisque ce sont nos voisins proches également, tout comme en allemand aussi, et j'ai oublié, enfin bref, une déclinaison dans toutes les langues. Voilà. Ok. Est-ce que ces acteurs qui sont fichés, en fait, ce sont les signataires de la charte? Il y a vocation à ce qu'ils soient complétés ou est-ce que... Nous l'espérons, oui, oui, vivement, que ce soit vraiment une charte, puisque c'est une charte vraiment de la destination. C'est l'ensemble des acteurs de la destination, issus de la filière tourisme, événements, que ce soit la culture aussi, vraiment que tout le monde adhère à cette charte, puisque nous sommes aujourd'hui la première destination française à avoir mis en place cette charte, et le tout recommandé en tout cas par l'Institut Pasteur de Lille. Et comme vous le savez, l'Institut Pasteur est reconnu dans le monde entier. Donc, c'est bien sûr pour tous les lieux réceptifs de la métropole lilloise, mais est-ce que ça peut concerner aussi, on a vu qu'il y a des magasins, des grands magasins, ça peut aussi concerner des organisateurs d'événements, des acteurs du transport alors, les acteurs du transport, bien sûr, les organisateurs d'événements, bien évidemment aussi, puisque c'est vraiment, j'insiste sur cela, c'est une charte de la destination Lille. Donc, c'est l'ensemble des acteurs de toute la métropole européenne de Lille. Donc, ces signataires ont signé la charte, donc. Est-ce qu'un acteur indépendant peut aussi vous solliciter pour signer cette charte ou Oui, bien sûr. Que ce soit un hôtelier, que ce soit un restaurateur. Alors aujourd'hui, bien évidemment, et vous faites partie des premiers à l'avoir signé, le club Elevens, tout comme le club hôtelier de la métropole lilloise. Mais après, chacun peut l'avoir. Donc aujourd'hui, vous êtes le relais, mais bien sûr, tout le monde peut accéder en tout cas à cette charte et au kit. Très bien, merci. Comme à chacune des interventions, on va proposer, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains veulent avoir une précision? Alors, je vois des questions qui s'affichent. Là, je viens d'en voir une. En fait, ce sont des engagements qui sont, je le répète, recommandés par l'Institut Pasteur de Lille. Ça vient en complément en fait des protocoles propres que chacun d'entre vous avait dans vos établissements. Quand on a assisté hier à la conférence de presse de lancement organisée par Hello Lille aux Beaux-Arts, le professeur Camus a effectivement insisté sur le fait que c'était finalement une compilation des préconisations qui étaient formulées par l'ordre des médecins en réalité. Le Haut Conseil, oui, le Haut Conseil de la santé publique. Oui. Voilà, et qu'en réalité, respecter ces 10 engagements, c'est finalement synthétiser les engagements qu'on prend du point de vue sanitaire. Il n'y a pas a priori, Marie-Catherine,
de contrôle et de dispositifs de vérification. On est plutôt sur une communication commune des acteurs. Exactement, exactement. Pour assurer en fait nos clients, que ce soit des visiteurs, que ce soit des organisateurs d'événements, hein, puisque c'est ça, dans un premier temps, et comme vous le savez, dans un premier temps, il faut qu'on réassure en fait le fait que nous ayons des visiteurs sur notre territoire, alors que ces visiteurs, on le sait tous, hein, aujourd'hui, ce sera tout d'abord au niveau régional et les marchés de proximité, d'où l'importance en fait de l'étude qui a été menée, c'est déjà de voir les intentions hein, de départ en vacances ou en city break pour cet été, et puis par la suite, petit à petit, nos clients, je veux dire organisateurs d'événements, viendront plus d'une manière beaucoup plus rassurée aussi sur notre territoire. Donc, on est bien sur une politique de marketing du territoire qui permet de promouvoir la destination, mais c'est bien une synthèse des préconisations générales qui existent par ailleurs, et on vient le présenter avec ce label, enfin en tout cas ce logo qui nous relie par une charte d'engagement, effectivement. Il n'y a pas de dispositif de contrôle. C'est une question qu'on avait de la part de Philippe de Honger de Butterfly Traiteur. On a Sophie Pagan de By Joey qui nous demande sous quel délai on peut recevoir les éléments et si on peut les avoir en print et en version numérique. Tout à fait, les deux seront possibles. Donc là, franchement, je vous encourage et j'encourage Sophie hein, pour répondre à sa question, d'aller sur notre site internet et de pouvoir faire la demande aussi bien du kit print que du kit digital. Ok, une autre question de Julien Monsterlet, dirigeant d'Arcade, qui nous demande s'il peut apposer ce logo sur sa propre charte d'engagement interne. On va dire que c'est plutôt fait pour la communication externe et l'accueil du public, cette charte. Oui. Mais que ces engagements sanitaires concernent à la fois, finalement, on le verra plus tard aussi dans notre atelier, les collaborateurs et le public qu'on reçoit. Hein. C'est finalement quelque chose qui peut avoir du sens à partir du moment où le respect des normes sanitaires est bien respecté. On est d'accord? Voilà, c'est juste vraiment pour encore plus appuyer que aujourd'hui, la mobilisation de notre destination hein, et de tous ces acteurs, c'est d'être une destination clean and safe. C'est ça, c'est ce qui est indiqué d'ailleurs sur le logo. Fabienne Diong, ta collaboratrice, nous indique qu'il y a une adresse mail aussi, contact@hellolille.eu, qui peut nous permettre de faire une sollicitation pour obtenir les éléments qui sont livrés, j'imagine, sous un délai assez rapide. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, pour ces questions, je pense qu'on peut passer à la partie suivante. Je remercie Marie-Catherine beaucoup pour son intervention. Alors Maxime, juste avant, j'en profite hein, puisque j'ai ce temps de parole, juste pour vous donner une autre action concrète qui va être menée, hein, puisque l'axe fort, ce sera la communication, donc la communication sur ce logo sanitaire et cette charte d'engagement. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais l'autre point, c'est également la communication. Donc très rapidement, puisque le Club Lille Events aussi est impliqué, en tout cas soutient cette campagne que vous allez voir d'ici quelques jours dans toute la région Hauts-de-France. C'est une opération en fait de promotion menée vraiment conjointement et avec vous et avec le club hôtelier de la métropole lilloise. Cette opération, c'est l'été dans les étoiles qui sera à partir du 1er juillet et ce jusqu'à la fin du mois d'août.
qui en fait pourra encourager nos habitants de la région Hauts-de-France à venir découvrir ou redécouvrir la destination Lille, et ce, en profitant de tarifs très, très attractifs dans les établissements hôteliers. Donc, pour vous donner un exemple, hein, une chambre en 5 étoiles, parmi les hôtels 5 étoiles du territoire, sera à 99 €. Voilà. Donc, ce sera une campagne qui va être déclinée sur l'intégralité de la région et notamment dans les grandes villes de la région Hauts-de-France, que ce soit à Dunkerque, Amiens, Compiègne, Valenciennes, voilà. Et cette campagne va débuter d'ici quelques jours. On a une autre campagne d'envergure pour finir mon propos, qui sera quant à elle sur le bassin Île-de-France et également auprès de nos voisins belges. Voilà, je vous remercie en tout cas. Donc l'idée, c'est bien d'insister sur l'île destination de city break, de tourisme urbain et d'inviter ceux qui ne sont pas très loin à venir découvrir et être surpris par notre destination lilloise. C'est bien ça? Voilà, et peut-être un levier déclencheur aussi pour certaines personnes de la région qui sont sans doute organisateurs d'événements, et bien de se réassurer la destination et ensuite d'organiser leur prochain événement sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Catherine. On en Merci a à vous. fini avec cette partie et on a répondu aux questions, sachant que Hello Lille, comme Lille se tiennent à disposition pour s'il y a besoin de plus de précision. Merci. Merci à vous. Voilà, on accueille maintenant Madame Wattel, représentante de la CARSAT. Bonjour Madame Wattel. Ça va, vous m'entendez? On vous entend très bien. Merci d'être avec nous. Je vous remercie aussi de m'accueillir. C'est très gentil. On avait déjà eu un peu d'informations de votre part et on avait diffusé un premier mailing à l'ensemble de nos membres suite à votre sollicitation pour nous indiquer les différents dispositifs qui existaient. Tout d'abord, peut-être que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la CARSAT et ce qu'est votre métier. On a indiqué contrôleur de sécurité Lille. Peut-être nous rappeler la mission de la CARSAT, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc, la CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Donc, effectivement, elle est très connue par la retraite. Où, effectivement, où j'ai un son, un écho. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, j'invite tout le monde à bien couper son micro, s'il vous plaît, pour le confort de tous. Merci. Donc, la retraite. Et ensuite, vous savez, la direction relations employeurs. Et donc, notre mission, effectivement, vous avez, c'est d'aider et d'accompagner les entreprises dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Donc, comment on le fait pour accompagner les entreprises? C'est effectivement par l'intermédiaire de nos visites, généralement à la demande de l'employeur. On peut participer aussi dans le cadre des membres, s'il y a encore des membres du CSE, s'ils veulent effectivement qu'on les accompagne dans le domaine des risques professionnels. Et donc, on le fait effectivement par l'intermédiaire des brochures de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. On effectue aussi de la formation, alors qui est effectivement rien à voir comme peut dispenser l'UMI. Je dirais c'est vraiment du général, c'est obtenir des bases en prévention ou les analyses de l'accident de travail ou sur analyse d'une situation de travail. Donc, on a aussi un laboratoire de chimie et nous avons aussi un centre de mesure physique. Et donc, on a aussi tout ce qui est incitation financière. Et donc, effectivement, c'est par là, effectivement, que je vous ai pu donner des informations sur les aides financières qu'on pouvait octroyer au niveau des entreprises. Donc, il y a deux formes d'aides financières. Il y a pour les entreprises de moins de 200 collaborateurs. Il faut qu'il y ait effectivement une convention qui ait été signée donc, avec la fédération, je dirais, donc avec l'UMI, si je prends pour l'UMI, avec l'UMI et la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc là, il y a bien une convention qui a été signée. Et donc, on permet d'accompagner les entreprises de moins de 200 salariés sur les aides à la manutention. En plus, donc, vous avez aussi donc, les subventions de prévention. Donc, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés où on les accompagne sur l'achat d'équipements, sur des conseils et sur la formation.
Donc là, je dirais avec la crise sanitaire, une subvention a été mise en place, la subvention prévention Covid. Donc, elle est octroyée effectivement à toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Il faut qu'elles aient mis à jour leurs documents uniques, qu'elles soient à jour de ces cotisations auprès de l'URSSAF. Et voilà. Donc ça, c'est pour les conditions d'éligibilité. Pour l'éligibilité pour la subvention, les subventions de prévention, tout à fait. Donc, ce sont les trois. Oui. Et à la fois les TPE, les PME et même les indépendants peuvent tout en à bénéficier. fait. Les indépendants ainsi que les entreprises de moins de 50 salariés, donc jusqu'à 49 maximum. Très bien. D'accord. Quand on a préparé cet atelier, vous m'avez dit que vous aviez énormément de dossiers et que malheureusement, un certain nombre d'entre eux étaient trop souvent incomplets et faisaient perdre finalement du temps à la fois aux entrepreneurs, mais aussi au traitement des dossiers qui étaient fastidieux. À tout le monde, tout à fait. Alors, du coup, est-ce qu'on peut profiter de ce moment pour que vous nous disiez, vous nous donniez des points d'alerte ou en tout cas des éléments clés pour bien remplir son dossier et pour être sûr que on puisse bien répondre aux attentes pour bénéficier de cette subvention? Tout à fait. Donc, cette subvention permet effectivement de financer les mesures barrières et de distanciation physique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les mesures barrières et de distanciation physique, hein? C'est pour bien isoler le poste de travail du collaborateur, donc avec ses collègues. Donc, ces systèmes de plexi, comme on peut voir dans beaucoup de magasins, ou alors ça commence un peu à se développer aussi dans la restauration, où on voit effectivement des cloisons entre les deux tables. Des guides fils pour guider effectivement donc les clients, des poteaux, pareil, le même système, de l'affichage aussi. Pour les sens de circulation notamment, ces poteaux. Pour les sens de circulation, tout à fait. On peut aussi, si on loue un local additionnel, donc par exemple, si effectivement il manquait de la place pour faire une réunion, je dirais alors une réunion mais moins de 10 collaborateurs, ou pour si vous avez d'autres réunions que vous devez faire, on peut effectivement prendre en location, cette subvention permet de prendre la location de 4 mois. On peut aussi vous aider sur des écrans. Alors, je dis bien écran, c'est pour vous donner un exemple. Ce qu'on a généralement dans les gares, il y a écrit les écrans, où est inscrit, je dirais, les horaires de train. C'est le système d'écran. Vous voyez, ce n'est pas du tout un écran comme d'ordinateur, ou ce n'est pas non plus une télévision. Une télévision. De l'affichage digital, c'est ça? Tout à fait. Voilà. On prend aussi donc au niveau des mesures d'hygiène et de nettoyage. Donc, c'est bien les installations, donc soit une installation permanente pour mettre en place un lavage des mains pour les collaborateurs. Je dis bien pour les collaborateurs, hein, c'est à chaque fois pour les collaborateurs. Pareil, l'installation donc temporaire additionnelle pour les toilettes, pareil. Et au cas où, en option, donc si vous avez fait l'acquisition de mesures barrières et de distanciation sociale, on peut vous aider financièrement sur des masques, sur des visières ou sur du gel hydroalcoolique. Alors les masques, il y a bien une norme à respecter, donc c'est les masques chirurgicaux ou les masques FFP. D'accord ? Voilà pour qu'un dossier soit complet. Donc, lorsque effectivement vous avez fait suffisamment de financement, il suffit de nous donner donc vos factures. Donc, vos factures, il faut effectivement sur vos factures, il soit bien inscrit qu'elles sont acquittées, qu'elles sont datées, qu'elles sont signées et quels moyens de paiement vous avez utilisés. Madame Wattel, oui. on va revenir sur cette question des factures. Oui. Vous nous avez décrit et listé les choses sur lesquelles on pouvait bénéficier d'une aide. Est-ce qu'il y a des choses aussi sur lesquelles qui sont exclues et vous avez eu par exemple dans des demandes, mais sur les gants, vous ne couvrez pas? Tout à fait. Alors effectivement, on n'aide pas sur l'achat de gants, de blouses, sur des lave-linges. Vous avez eu des lave-linges en demande? Des demandes de lave-linge. Sur qu'est-ce qu'on a sur tout ce qui va être vêtements de travail aussi. D'accord. Donc c'est vraiment gel, masque et visière
j'irai en EPI, si on peut dire que c'est un EPI. Hein. D'accord. Et vous l'aviez mentionné rapidement tout à l'heure, mais par rapport aux dépenses qui sont effectuées, on est bien sur une couverture de la subvention qui s'étend jusqu'à 50% des montants, c'est ça? Voilà. Il faut que le montant, tout à fait, il faut que le montant des achats soit au minimum de 1 000 € et avec un maximum de 10 000 €. D'accord. Et pour les indépendants, hein, donc pour les travailleurs indépendants, le montant est de 500 €, le minimum. D'accord. C'est le niveau minimum d'investissement à partir duquel… Voilà, le montant des investissements doit être un minimum de 500 € et un maximum de 5 000 €. D'accord, très bien. Tout à fait. Donc, on assemble les factures, on remplit le dossier que vous pouvez télécharger sur le site amélie.fr. Voilà. Et ce dossier, une fois qu'il est complet, donc avec l'ensemble des factures et avec les mentions que je vous ai dit, donc il faut effectivement nous envoyer un RIB, l'attestation URSSAF de moins de 6 mois et nous transmettre effectivement à contrat prévention@carsat-du6 nordpicardie.fr. Très bien. On mentionnera cette adresse dans la présentation qu'on diffusera à la suite de l'atelier. J'ai déjà quelques petites questions et elles sont en lien avec ce qu'on est en train de raconter, donc je vais me permettre de vous les poser tout de suite. Sophie de Bajoé nous indique qu'elle a quelques difficultés à rassembler un certain nombre de factures puisqu'elle a eu recours à des e-commerçants et que les factures certifiées conformes avec mention manuscrite sont dans ces cas-là un peu plus difficiles à obtenir. Notamment avec certains fournisseurs de parois dont vous parliez, véhicules adaptés. Est-ce que il y a une solution par rapport à ce sujet-là? Est-ce que ça peut être pris en considération quand même? Alors, les factures du web, il suffit d'écrire mention acquittée, la date, et puis votre signature et le moyen de paiement que vous avez utilisé. Très bien. Une précision quand même aussi de Nathalie Petrovski, de la maison Petrovski, qui nous demande si pour les indépendants sans salariés, cette subvention est quand même valable. Tout à fait. Tout à fait. C'est celle que je disais tout à l'heure. Elle est valable, effectivement, mais avec un minimum de 500 € et avec un maximum de 5 000 €. Ces montants en euros sont des montants hors taxe ou TTC? Oui, hors taxe. Hors taxe. Oui, tout à fait. On part sur du hors taxe. Et alors surtout, si vous avez des tickets de caisse, c'est aussi de nous surligner les achats que vous avez effectués. Donc, si c'est pour l'intermédiaire effectivement du gel, des masques, c'est de nous surligner donc en jaune fluo ou une couleur en fluo pour bien nous spécifier parce que généralement, on a des listes de courses. Donc, pour nous simplifier, effectivement, ça serait sympa de simplifier les achats que vous réalisez. Et pareil, à chaque fois, il faut aussi toujours acquitter le moyen de paiement et la date et la signature. D'accord. Autre question, est-ce que cette subvention peut être attribuée aux espaces événementiels qui ont dû complètement aménager les différents espaces? Non. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce qu'ils appellent par aménagement? C'est plus c'est pour réaménager leurs locaux, refaire ou C'est à destination de l'accueil des publics, il me semble. C'est Elodie qui pose cette question sur notre chat. Je l'invite à préciser la nature des aménagements qu'elle entend. Voilà. Madame Moitel, quand on a préparé l'atelier, vous me disiez qu'il y avait quand même une notion relative d'urgence pour nos membres. Alors, bien sûr, vous avez beaucoup de demandes, donc il faut qu'elles soient bien constituées. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il faut vraiment… il faut être plutôt rapide dans la mesure où il risque d'y avoir aussi à un moment donné un épuisement du budget. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est pour tous les achats réalisés du 14 mars au 31 juillet. D'accord. Et je dirais, lorsque votre dossier est complet, c'est de l'envoyer le plus rapidement possible parce que le premier arrivé, premier servi. Le budget, il n'est pas extensible. Donc, c'est un budget qui nous est donné par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, le faire correctement, bien rempli, et puis nous l'envoyer. Voilà. Donc, c'est pour tous les achats effectués jusqu'au 31 juillet. Et ensuite, vous les avez jusqu'à la fin de l'année pour nous envoyer l'ensemble des documents. Oui, je précise d'ailleurs que quand on regarde bien les choses,
les dépenses peuvent être prises en considération dès le début de la crise sanitaire. Donc, si on a bien Oui. les documents au début du mois de mars, vers le 10 mars, C'est le c'est pris en 14 mars, 14 mars. Voilà, Du 14 mars au 31 juillet. très bien, merci. Et ensuite, effectivement, donc, je dirais, vous pouvez nous transmettre le dossier jusqu'à la fin de l'année. Mais après, tout dépendra du budget. Il ne faudra pas que le budget soit épuisé. Pardon. Ok, très bien. Une question de Philippe de Butterfly. L'aide concerne également l'équipement en plexi Oui, qu'ils peuvent installer sur les buffets, par exemple, pour les traiteurs. oui. D'accord. Pour les traiteurs qui sont en train d'imaginer des cocktails sans contact, par exemple, ils peuvent aller plus loin dans cette prise en charge. J'ai eu une coupure, excusez-moi, j'ai eu un… Pour les traiteurs qui sont en train d'imaginer des cocktails sans contact, entre guillemets, avec des nouveaux équipements, notamment des plexis, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin encore dans cette prise en charge? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra pas le système de chariot. En fait, on va pas acheter. En fait, ça ne permet pas de financer l'achat d'équipements. C'est vraiment pour limiter, je dirais, la propagation du virus, quoi, en gros. Donc, c'est vraiment, effectivement, avoir le système de cloison, que le salarié soit isolé, en fait. Donc, des protections de buffet qui protègent les salariés et le public, ça peut rentrer en Tout ligne. à fait, tout à fait. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Peut-être que l'ensemble des questions ont fait l'objet d'une réponse sur le chat, en tout cas. Si d'autres points méritent encore éclaircissement, n'hésitez pas. Je vous remercie, Madame Water. Plaisir, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On précisera dans la présentation qu'on enverra à l'ensemble des participants l'adresse mail que vous nous avez indiquée à l'oral tout à l'heure pour que s'il y a des demandes plus particulières, on puisse affiner les choses. D'accord? Tout à fait, pas de problème. Merci beaucoup, Madame Wattel. C'est moi qui vous remercie, Maxime. J'accueille maintenant Monsieur Cornelio. Monsieur Cornelio, vous entendez? Oui, je vous entends très bien, et vous? Très bien, merci pour votre présence. Alors, vous êtes huissier de justice et les huissiers de justice ont mis en place un dispositif spécial Covid. Peut-être nous dire exactement, rappeler ce qu'est un huissier de justice et finalement pourquoi il a vocation à intervenir dans des dispositifs spéciaux Covid, pour commencer? Oui, bien sûr. Donc déjà, merci de m'avoir invité. Concernant les constats Covid, il faut remettre en perspective ce qu'est un constat pour bien comprendre la différence entre le label, la certification, le constat. Ça peut paraître identique, mais en réalité, il y a une véritable différence dans le sens où un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice est un acte extrajudiciaire, c'est-à-dire que c'est un élément de preuve, juridique et judiciaire. Là, on n'est pas dans le volet marketing ou communication, etc. On est dans un volet très contentieux, judiciaire et vraiment le droit de la preuve en réalité. Donc, l'avantage d'avoir cet acte pour les professionnels que vous êtes est à plusieurs niveaux. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 étages à la fusée, c'est-à-dire que le premier étage est déjà d'acter factuellement ce qui a été mis en place par l'entreprise à date et heure certaine, par un élément incontestable qui est le constat dressé par l'huissier. Deuxièmement, c'est en cas de souci avec un membre du personnel, client ou que sais-je, en disant moi j'ai un acte d'huissier qui a été mis en place, et ensuite en cas de contentieux proprement dit, se servir de l'acte pour en réalité prouver la bonne foi du professionnel et les éléments mis en place. Après, concernant, ça c'est le constat en règle générale, mais concernant le Covid,
la matière est par définition totalement neuve et mouvante. Donc, à partir de là, la Chambre nationale des huissiers de justice a mis en place un protocole spécifique où, grosso modo, sans rentrer dans le détail que vous pouvez bien évidemment retrouver sur le site internet de la Chambre, un protocole qui permet d'acter ce qui a été mis en amont, notamment avec les formations, etc., etc., et ensuite constater sur site 3 niveaux, c'est-à-dire les équipements, comme parlait tout à l'heure Madame Wattel, si j'ai bien compris, de la CARSAT, les équipements collectifs de protection, à savoir sens de circulation, etc. Ensuite, les équipements individuels de protection, masques, gants, gel, etc., etc. Et ensuite, un volet où, poste par poste, on peut acter matériellement les aménagements et les équipements mis en place pour protéger tant le public que les salariés, etc. Voilà. Et si tout ça est respecté, et ce qui est assez nouveau pour notre profession, on a une signature visuelle, mais qui, une fois de plus, n'est pas véritablement un label, etc. Je ne suis pas sûr que le fait d'avoir un label huissier de justice sur une vitrine soit pertinent pour vos clients et pour les lieux de fête. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça existe et ça fonctionne. Donc là, on est plus sur le volet judiciaire. Donc, on n'est pas sur un label, on n'est pas sur une charte comme on peut l'avoir avec l'Institut Pasteur. Là, on vient faire un acte extra-juridique concret qui est valable pour combien de temps? Alors, en fait, il faut comprendre que ça s'inscrit dans ce qui est les risques, mais Maître Platel en parlera certainement mieux que moi, mais qui s'inscrit dans les risques liés au travail en réalité. C'est-à-dire peur de la contamination des effectifs, peur de la contamination des clients. Donc, nous, on acte à un instant T. Après, il peut y avoir un suivi d'exécution, c'est notamment la deuxième partie de la signature visuelle mise en place par la Chambre, où en réalité, il y a différents passages, etc., pour voir si les normes sont toujours suivies. Mais bien évidemment, c'est un travail quotidien qui nécessite un réapprovisionnement, etc. Mais partant du principe qu'à l'ouverture ou pour tel événement ou pour telle organisation où on a mis en place des mesures d'hygiène constatées par huissier, on arrive déjà sur une preuve de bonne foi. En fait, le but, c'est d'avoir une strate probante, si j'ose dire, et d'en faire état, le cas échéant. Et donc, du coup, c'est une attestation à un moment donné. Et quelle est la valeur juridique de cet acte? Est-ce qu'on peut s'en prévaloir auprès des assurances éventuelles ou du point de vue judiciaire? Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des risques, que ce soit de réclamation de salariés ou de clients. De quelle manière cet acte va pouvoir venir rassurer ou en tout cas protéger, j'allais dire protéger surtout le lecteur? Alors, on va oublier la signature visuelle qui, à mon sens, est un élément de communication qui est plus propre à Hello Lille avec l'Institut Pasteur et les 10 points qui sont au final plus rassurants et parfaitement clairs. Nous, on est vraiment sur le volet judiciaire et c'est l'acte qui sera envoyé au professionnel qui fera en réalité preuve jusqu'à inscription en faux, puisqu'un huissier est un officier public et ministériel au même titre que le notaire. Donc, ce qui est acté est acté. Donc, là, on est vraiment sur l'acte judiciaire qui va permettre de s'en servir tant en matière du droit du travail, si problème, matière de responsabilité civile ou pénale, parce qu'on reste là sur de la contamination, donc c'est assez mouvant une fois de plus, et également sur un plan assurantiel où on peut venir dire moi j'ai ouvert tel jour à telle heure à son assureur en disant voilà ce que j'ai mis en place pour tel événement, voilà, c'est se prémunir d'une preuve, encore une fois. Très bien.
passer une question, c'est Légal Preuve, le site internet. Sinon, vous contactez votre huissier qui vous en informera. Là, il n'y a pas de sujet, vous le retrouverez partout. C'est l'actualité brûlante en termes de constat pour nous. Bon, ben, vous faites mon job, les questions, les réponses. C'est Bah, génial. j'ai pu appliquer, donc désolé, pardon. Pas de souci. Par contre, comment ça marche quand on veut faire appel au service d'un huissier? Bien sûr, on l'appelle, j'imagine, mais Ouais. c'est quoi le mode d'emploi? Et surtout, la question importante aussi pour nos acteurs, parce qu'on a vu aussi un certain nombre d'organismes pour des grands groupes développer des labels, etc. Concrètement, recourir au service d'un huissier pour un lieu, pour un événement, combien ça coûte? Ou quelle fourchette de prix Voilà, alors on est plus dans une fourchette de prix parce que ce sont des tarifs libres. À l'heure, vous imaginez entre constater un événement, un local de 50 mètres carrés et une usine réhabilitée, on n'est pas sur le même budget. Généralement, c'est un tarif horaire qui se situe entre 150 et 200 selon les confrères, hors taxe, à mon avis. Après, je ne voudrais pas parler ni au nom de la profession, ni au nom des confrères. En tout cas, nous, on est sur ce tarif-là, ce qui comprend le travail en amont, c'est-à-dire les fiches métiers, etc., édictées par le ministère du Travail, le déplacement sur site, l'acte, les photos, la frappe. C'est un service clé en main, si j'ose dire, avec cet acte qui est envoyé par voie électronique et par voie postale. Hein. Donc, Ok, donc on a bien compris que l'idée, c'est bien sûr de se conformer aux normes sanitaires, d'avoir un acte qui vient attester ce dispositif qui est mis en place. Est-ce que vous préconiseriez du coup à chaque organisateur d'événements de mettre en place cette attestation? bah, alors, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Si je dis oui, tout le monde va dire il prêche pour sa paroisse. Si je dis non, on va me dire bon, je pense qu'à un moment donné, c'est là où le professionnel doit le ressentir. Je veux dire, un événement dans une sphère privée, etc., je ne suis pas sûr de la nécessité, mais encore une fois, on est sur un mécanisme de protection. Par contre, sur un événement accueillant du public éparse, etc., des événements peut-être plus importants en termes de fréquentation, etc., je pense que là, c'est aux professionnels de le ressentir et de voir s'il y a une nécessité à se protéger en réalité, parce qu'on est vraiment sur de la protection précontentieuse. Donc peut-être dès l'instant où il y a des intervenants extérieurs, etc., je vois plus ça comme ça en tout cas. Oui, puisqu'on rappelle que, bien sûr, il y a un certain nombre de mesures, de gestes barrières à respecter et que les autorités publiques ont bien précisé que c'était la responsabilité de l'organisateur et du lieu accueillant Bien le sûr. public. Donc, c'est finalement peut-être aussi un aspect sur lequel nos métiers vont évoluer et il y a un focus plus particulier aujourd'hui avec ce risque épidémique à mettre sur l'analyse du risque et éventuellement le dispositif qui permet de se prémunir de ce risque. C'est bien ça? C'est parfait, c'est exactement ça. Merci, Monsieur Corneo. On vous remercie. Et puis, il y a eu aussi une demande, j'ai reçu aussi des demandes sur ce sujet où on peut avoir des contacts d'huissiers de justice. En réalité, tout huissier peut remplir cette mission. Oui, après ça rentre dans ça rentre dans le domaine d'activité. C'est un procès verbal de constat. En fait, pour notre part, au sein de notre office, nous l'avons divisé en chapitres en y ajoutant le protocole de la Chambre nationale. Mais oui, ça peut être dressé par n'importe quel confrère sur l'ensemble du territoire. Ça, il n'y a aucun souci. Après, à voir comment chaque étude s'organise, ça, c'est propre à l'étude. Mais nous l'avons dressé, comme je disais tout à l'heure, en plusieurs chapitres, à savoir les protections collectives, individuelles, et ensuite le poste par poste, notamment pour ce qui est, là ça vous concerne moins, mais les grandes surfaces, etc. C'est au cas par cas, mais en tout cas, la philosophie globale, c'est de la protection juridique par peur du lien avec, en réalité, l'affaire de l'amiante.
par peur d'être sur ce genre de problématiques et de condamnation des professionnels sur ce sujet-là, quoi. Est-ce que ça peut devenir une exigence de nos assurances? Une exigence, je ne sais pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui se sont prémunis de cette manière. Les assurances sont pour le moins frileux sur les pandémies, etc. Partant de là, le fait, à mon sens, hein, d'un point de vue là, purement stratégique, je pense que le rapport qualité-prix, alors ça fait plaisir à personne sortir de l'argent en cette période, etc. Ça, je le conçois tout à fait, mais ça fait encore moins plaisir de se retrouver au prud'homme, au pénal ou je ne sais quel devant quel tribunal à devoir se justifier sans argument. Que là, si on arrive notamment en début de réouverture, si j'ose dire pour vous, en début de réouverture en disant sur tel événement, j'ai un dossier béton, comme disait Madame Wattel tout à l'heure, bien évidemment, je pense que la bonne foi des entrepreneurs et des professionnels du secteur sera prise en compte. Maintenant, à chaque événement, à mon sens, d'un point de vue commercial, je ne suis pas sûr de la rentabilité de l'acte pour vous. Par contre, sur des événements accueillant un public éparse, là, je pense que les assurances seront devant la responsabilité à vue d'un dossier complet, quoi. Donc, je pense vous avez répondu là à la question d'Élodie qui demandait s'il y avait besoin de faire ce genre de procédure pour chaque événement. Effectivement, c'est plutôt au cas par cas en fonction de l'analyse du risque et en fonction de la protection qu'on veut se garantir. Exactement, exactement. Merci, Monsieur Cornelio. Je vous remercie pour vos explications très claires qui nous ont permis d'y voir plus précisément l'intérêt de recourir au service d'un huissier de justice pour cette mise en conformité de la sécurité sanitaire dans nos établissements et nos événements. Merci à vous. Merci. Je vais laisser la parole à Stéphane Brenne, donc le président de l'E-Levels, pour un mot de la fin. Je remercie chacun d'entre vous pour avoir participé. On est à peu près dans le timing, on s'était donné 1 heure. Stéphane, une petite réaction, synthèse de notre échange? Oui, merci Maxime. Oui, une rapide synthèse et surtout merci aux intervenants puisque c'était très intéressant. Merci d'avoir pris votre temps pour nous expliquer tout ça parce que, comme vous le savez, dans notre métier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour nous et on va devoir s'adapter, mais ça, il n'y a pas de souci, on fait ça tous les jours. Mais il faut surtout qu'on puisse avoir les bons éléments parce que, comme je disais tout à l'heure en introduction, quand vous lisez un décret, quelquefois on peut l'interpréter de différentes manières et donc de pouvoir avoir des discussions avec vous en direct, ça nous permet aussi d'avoir des choses plus claires, en tout cas s'apercevoir qu'il y a quand même pas mal de choses aussi à mettre en place de notre côté, qui fait qu'il faut qu'on rassure, mais on s'aperçoit que voilà, ça ne va pas être non plus très simple pour nous, mais en tout cas, on va faire pour que ça le soit. Donc, merci Madame Wattel de votre intervention. Monsieur Cornelio aussi, Marie-Catherine Delolil qui nous a aussi présenté et toute l'équipe de Delolil. En tout cas, nous, depuis ce début de crise sanitaire, on essaie avec l'E-Levels de rester sur le pont et sur le front. N'hésitez pas, alors pour ceux qui sont là présents aujourd'hui, à nous envoyer vos questions. On est là aussi pour essayer de trouver des solutions, puisque avec toute l'équipe de Maxime qui est présent là pendant cette période, essayer de trouver des solutions, des réponses à nos questions. Un grand merci d'ailleurs à toute l'équipe pour tout ça. Et puis c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place aussi différents ateliers, dont l'atelier qui aura lieu donc la semaine prochaine avec Maître Platel sur le côté juridique, social et sur le commerce. Le thème, c'est la reprise sous l'angle juridique. Que faire des relations aux collaborateurs, fournisseurs et clients? Donc, une large question.
Différentes questions sont posées. Quelles sont les obligations envers les collaborateurs, côté juridique bien sûr? Quel droit commercial post-Covid pour nos métiers? Et enfin, les conditions générales de vente, à compte, modalités de règlement et gestion d'impayés. Jusqu'où faut-il repenser la relation client et fournisseur? Parce que là aussi, ça devient important. On s'est aperçu que dans nos conditions générales de vente, il y avait aussi certainement quelques soucis à revoir ou en tout cas de nouvelles choses à mettre en place. Et puis enfin, le 18 juin, pareil, on aura aussi à la même heure, 11h à midi, le management RH et comme interne, comment organiser la reprise du travail, voilà, avec différents intervenants aussi, dont Élodie qui est parmi nous aujourd'hui. Voilà, et donc un sujet encore important. Donc on essaie de vous apporter pas mal de choses. N'hésitez pas à nous remonter vos envies, vos commentaires. En tout cas, on reste mobilisés et puis à très bientôt et on vous souhaite un excellent week-end et une bonne reprise à tous. Voilà, merci à tous nos intervenants encore une fois. Merci.